Pendant le Moyen Âge, on estimait que les gens devaient craindre l'autorité civile et l'Église. La seule façon de maintenir l'ordre était de s'assurer que les citoyens avaient peur de toute punition qui serait infligée si une personne était reconnue coupable d'un crime. Ainsi, avec l'usage de la peine corporelle, les sanctions étaient dures. L'inventivité des techniques et des instruments utilisés par les médiévaux pour la torture et la punition physique était remarquable. Les prisonniers, généralement issus de milieux plus pauvres, pourraient être marqués au fer rouge sur le front, se faire enlever les pieds, les mains ou même la langue, et ils seraient renvoyés dans le monde pour continuer leur vie du mieux qu'ils le pouvaient, tout en montrant au reste de la société comment ils souffriraient aussi s'ils osaient enfreindre les règles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous continuons notre série sur les châtiments médiévaux en nous intéressant à la mutilation, à l'estropiement et à la moquerie. Bienvenue à la folie médiévale. Mutilation. Ceci était utilisé à travers le monde comme une punition judiciaire. Parfois en guise d'amuse-gueule avant que la peine de mort ne soit imposée, et d'autres fois en guise de rétribution, comme la main coupée pour punir quelqu'un qui avait commis un vol. En raison de niveaux élevés de pauvreté, c'était l'un des crimes les plus répandus, et le contrôle du vol était une priorité pour la plupart des monarques au Moyen Âge. Les voleurs étaient difficiles à attraper, surtout dans les zones rurales peu peuplées. Le crime lui-même était difficile à signaler et très difficile à prévenir. Ainsi, la réponse pour ceux qui étaient attrapés devait être un choc bref et brutal, une punition sévère qui dissuaderait d'autres voleurs potentiels. La coupure des oreilles était assez populaire, surtout en Angleterre. L'Église catholique a effectué une large gamme de mutilations en Angleterre et a utilisé la coupure des oreilles pour les réformateurs religieux. Toute déviation des enseignements canoniques signifiait qu'une personne avait commis un blasphème et serait traitée en conséquence. Plus tard, quand la réforme prenait forme, nombreux furent ceux qui se firent couper les oreilles comme punition pour leur refus d'aller à l'église. Lorsque le roi danois Canute est devenu le dirigeant de l'Angleterre en 1016, il savait qu'il devait réprimer ses rivaux anglo-saxons afin de pouvoir maintenir son règne sur le royaume. Ne faisant aucune distinction entre les Anglais et les Danois, il a établi un nouvel ensemble de règles appelé le Code de loi du roi Canute, à Oxford en 1018. Il y déclare que, je cite, « La justice soit promue et toute injustice supprimée, toute illégalité soit éradiquée de cette terre. » Il énumère les crimes punissables tels que le parjure, la sorcellerie et l'adultère, le meurtre et la trahison, ayant les peines les plus sévères. Les peines sous le règne danois étaient particulièrement sévères et comprenaient la découpe du nez, des oreilles et de la lèvre supérieure, l'énucléation des yeux, le scalp arraché, et même le corps écorché vif pour tout crime supérieur au vol. Sur la chasse, Knut estimait que chacun pouvait chasser sur ses terres, mais si un homme libre blessait le cerf royal, il perdrait ses biens et sa liberté. Un cerf surpris à faire pareil perdrait sa main droite. Quiconque était assez brave ou stupide pour tuer un cerf se ferait arracher les yeux ou serait tué. Cette forme de mutilation a également été utilisée par les deux premiers rois normands, Guillaume le Conquérant et son fils, le roi Guillaume II, pour protéger le gibier dans leurs forêts. Au XIIe siècle, sous le règne d'Henri Pin, les coupeurs de monnaie et les faux monnayeurs qui étaient pris perdaient soit leur main droite, soit leur pénis, parfois les deux. Un crâne féminin trouvé dans le comté du sud de Hampshire, en Angleterre, confirme l'existence de mutilations faciales. La datation au carbone montre que les restes appartenaient à une femme qui a vécu quelque part entre la fin du 8e et le début du 10e siècle. La femme est morte assez rapidement après la mutilation, et ses blessures étaient très graves. La coupure à travers son nez était si profonde qu'elle avait tranché l'os adjacent. Il y avait d'autres coupures sur sa bouche et son front, ce qui semblerait être une tentative de lui enlever le cuir chevelu ou de lui couper les cheveux. En se basant sur le développement dentaire et crânien, elle avait probablement entre 15 et 18 ans lorsqu'elle est morte, probablement de ses blessures, car il n'y a aucun signe de guérison. Les blessures de mutilation de la tête concordent avec les punitions courantes pour les esclaves et adultères selon le code de loi du roi Canute. Aveuglement.
Durant le règne du roi Jean en 1203, Alice Creech et quelques autres ont été accusés d'avoir assassiné une femme à l'île Chal, qui se trouve maintenant dans le comté de Shropshire. Juste après le meurtre, Alice s'est enfuie dans le Staffordshire, emportant avec elle certains des biens de la femme assassinée. Elle a été appréhendée là-bas et ramenée au Salopers Size, où elle a raconté une histoire étrange pour sa défense. Elle a dit que la nuit en question, elle avait entendu un bruit provenant de la maison de la femme assassinée. Alors elle est allée jeter un coup d'œil et a regardé par une fente dans la porte. Elle a vu 4 hommes dans la maison qui, après l'avoir repérée, l'ont saisie et menacée de la tuer si elle faisait du bruit. Parce qu'elle avait gardé le silence, ils lui ont donné les biens volés et c'est ainsi qu'elle a été arrêtée. Parce qu'elle a maintenant changé son histoire devant les juges, la peine de mort a été commuée et elle a été condamnée à se faire arracher les yeux à la place. Les médiévaux employaient l'aveuglement à la fois comme sanction et comme stratégie pour désactiver le pouvoir de gouvernance d'un adversaire. L'empereur byzantin Basile II et le tsar bulgare Samuel étaient en désaccord depuis près de 50 ans, leur rivalité culminant finalement à la bataille de Cleadon en juillet 1014, où les Bulgares ont été battus de manière décisive. Des milliers de soldats ont été capturés. Les estimations varient entre 8 et 15 000, et l'empereur Basile les a rassemblés en groupes de 100. Il a ensuite fait aveugler 99 hommes dans chaque groupe. La punition extrêmement douloureuse impliquait que les yeux soient soit énucléés avec un instrument semblable à une cuillère, soit crevés en poussant les pouces dans le globe oculaire et en appliquant une pression. Un homme de chaque groupe n'a eu qu'un œil arraché afin qu'il puisse guider ses camarades jusqu'à leur commandant. Cela aurait pu être fait soit par vengeance parce que le général préféré de Basile avait été tué, soit parce que la punition byzantine pour les rebelles était l'aveuglement. Cela a valu à Basile le surnom de Bulgar Slayer, et on dit que le tsar Samuel est mort d'une crise cardiaque lorsqu'il a vu l'état déplorable des soldats à leur retour. Une autre technique créative pour aveugler un prisonnier consistait à passer un brasero rougeoyant en avant et en arrière devant le visage de la victime jusqu'à ce que la chaleur brûlante finisse par faire fondre leurs globes oculaires. Perceuse à pas. Inventé en Allemagne, cet instrument de torture ressemblait à une botte métallique articulée. Le pied nu était inséré dans la botte et un trou était percé au centre du coup-de-pied. Un boîtier sur le pied cachait une longue lame de fer épaisse, qui était dentelée pour causer des blessures extrêmes et encourager un flux sanguin abondant. Une manivelle dépassait également du boîtier et était tournée lentement pour déplacer la lame dans la botte et percer un trou au centre du pied. La blessure était souvent si grande que la victime mourrait de la blessure. Toute partie sensible du corps était parfaite pour la mutilation par perçage, perforation ou forage, comme la langue, la main ou le pied. Déclouage. Cela consistait à extraire les ongles des doigts et des orteils et était particulièrement apprécié du bourreau médiéval car les lits d'ongles sont extrêmement sensibles. Le prisonnier serait maintenu au sol avec les mains attachées, puis les ongles seraient simplement greffés avec des pinces ou des forceps en métal, parfois chauffés à rouge et arrachés. En Espagne, une variante plus cruelle utilisait des coins en métal ou en bois tranchant qui étaient placés entre l'ongle et la chair. Le coin était lentement forcé de plus en plus sous l'ongle jusqu'à ce qu'il soit arraché. Dans l'Allemagne médiévale, les chasseurs de sorcières trempaient des brochettes de bois dans du soufre bouillant avant de les forcer lentement sous les ongles de pied du prisonnier, plusieurs à la fois. Parfois, les brochettes étaient immergées dans l'huile bouillante. Non seulement cela brûlerait la chair sensible, mais cela lubrifierait également la brochette pour un accès plus facile sous l'ongle. Quand il y avait assez de brochettes sous chaque ongle, elles étaient arrachées de leur lit, puis des pinces étaient utilisées pour les déloger. Les langues étaient toujours une option facile pour le tortionnaire, car il n'y avait pas besoin de formation spéciale ou d'équipement compliqué. Des instruments chauds pouvaient défigurer et cautériser toute hémorragie pour prolonger la torture, et une lame tranchante, qu'elle provienne d'un couteau ou d'une hache, pouvait trancher la chair et l'os pour séparer les doigts et les pouces individuels. En fait, des pinces rouges chaudes pouvaient être appliquées n'importe où sur le corps pour brûler la chair. Les pinces à bec plat étaient parfaites pour saisir et presser des zones telles que le nez ou les paupières. Ces applicateurs pouvaient amputer des orteils ou castrer un prisonnier.
Il existe également des légendes d'exécuteurs habiles, qui étaient capables d'utiliser des pinces chaudes pour écorcher la victime vivante en pelant la peau d'une personne sans endommager le muscle ou l'os en dessous. Marquage au fer rouge. C'est une très ancienne punition, généralement réalisée en brûlant la peau avec un fer rouge incandescent. Cela signifiait que le prisonnier devait non seulement souffrir d'une punition extrêmement douloureuse, mais aussi subir l'humiliation publique plus tard. Tout le monde verrait la preuve visible de leur criminalité, car la cicatrice résultante serait permanente. Cela signifiait qu'ils seraient marqués à vie. La pratique était assez répandue dans toute l'Europe catholique, où le fer à marquer pourrait être en forme de croix pour que tout le monde sache que le coupable était un blasphémateur. Imaginez le prisonnier traîné devant le punisseur, le fer rougeoyant retiré du brasero et poussé dans la main du pauvre homme, le sifflement fort du métal chaud sur la peau et l'odeur grasse de la chair brûlée. Le cri de douleur qui se transforme plus tard en gémissement alors que l'agonie initiale devient une douleur lancinante, insupportable. La cour criminelle de Lancaster dans le nord de l'Angleterre a toujours un fer à marquer attaché à l'arrière du quai. Un long morceau de métal avec une poignée en bois, il a une lettre M à une extrémité. Il y a aussi 2 boucles de fer qui auraient été utilisées pour attacher la main du criminel pendant que la punition avait lieu. Le M signifie malfaiteur, un mot archaïque rarement utilisé aujourd'hui qui signifie malfaiteur ou délinquant. Après avoir enfoncé le fer rougeoyant dans la zone palmée entre le pouce et l'index, le marqueur admirerait son propre travail avant de se tourner vers le juge et de déclarer « Une marque juste, monseigneur ». On a dit au criminel de lever les mains avant que la sentence ne soit prononcée pour montrer s'il avait déjà été condamné auparavant. Durant le règne d'Édouard VI, le statut des vagabonds était en vigueur, ce qui signifiait que les vagabonds qui étaient pris en train de mendier étaient marqués d'un V sur leur front et réduits en esclavage pendant 2 ans. Un esclave en fuite avait aussi la lettre V marquée au fer rouge sur sa poitrine. S'il s'enfuyait à nouveau, il serait marqué sur la joue ou le front avec la lettre S, afin que tout le monde qui le verrait connaîtrait son statut. Les gitans étaient souvent persécutés en Angleterre et marqués au fer rouge sur la joue. De nombreux hommes de la communauté ont été pendus et les femmes noyées. Que ce soit pour extraire des informations, effrayer les ennemis, punir un suspect, forcer une confession ou simplement pour une vengeance personnelle, les médiévaux avaient d'innombrables méthodes de torture, allant des techniques de marquage à des mutilations complètes, et ils se considéraient justifiés de le faire. Merci d'avoir visionné cet épisode de Folie médiévale, j'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que nous publions tous les vendredis. Passez une excellente semaine à votre santé.